Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en samedi 13 juillet 2024. On va parler du Kenya où le président William Ruto a limogé l'ensemble de son cabinet pour satisfaire la rue. Nous évoquerons également la République démocratique du Congo. Un rapport pointe le soutien des services de renseignement de l'Ouganda au mouvement rebelle M23. Du côté du Burkina Faso, c'est le président de la transition Ibrahim Traoré qui accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin d'abriter des bases terroristes. Et puis au Togo, on va évoquer donc ce mandat donné à Faure Gnassingbé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en faveur de l'Alliance des États du Sahel. Deux invités sur le plateau avec moi pour le débat. Constant Lemou, bonsoir. Bonjour Samuel. Merci pour l'invitation. Et merci d'accepter. Merci, tout le plaisir pour moi. Face à vous, Germain Sossou, comeback de Germain Sossou, président des Forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain Sossou. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes vos téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Merci à vous également d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. On prend tout de suite la direction du Kenya pour notre premier sujet. Le président William Ruto a limogé la quasi-totalité des membres de son gouvernement jeudi 11 juillet, 2 semaines après les violentes émeutes qui ont fait une quarantaine de morts. Une concession aux protestataires qui, après avoir obtenu le retrait de la loi des finances fin juin, demandaient la démission du chef de l'État. Les événements récents qui ont nécessité le retrait du projet de loi des finances et qui nécessiteront une révision et une réorganisation de notre budget nous ont amenés à un point de bascule, a déclaré le président kenyan, le visage fermé lors d'une conférence de presse à la présidence kenyane à Nairobi pour expliquer sa décision de congédier l'ensemble des membres du gouvernement à l'exception de Musalia Mudavadi qui détient le portefeuille des affaires étrangères et du vice-président Rigathi Gachagua. Germain Sossou, comment vous analysez cette décision de William Ruto? Est-ce que c'est une faiblesse de sa part de faire autant de concessions à la rue? Je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais pour un homme politique, c'est une grandeur. Parce que s'entêter et ne pas vouloir véritablement écouter les cris de cœur de sa population, je dirais plutôt c'est ça qui serait une faiblesse. C'est des problèmes que aujourd'hui la plupart des pays africains traînent. Donc le Kenya également n'est pas exempt de tous les problèmes que traversent les jeunes aujourd'hui. Et tout le monde sait que dans tous les pays, particulièrement au Kenya, la vie est tellement chère, c'est difficile même quand les enfants ils terminent les études. Un peu comme chez nous ici, pour trouver du travail, c'est pas aussi évident. Et lorsque les gens décident pour survivre d'enclencher un certain nombre d'activités qui puissent leur rapporter de quoi survivre, le gouvernement qui, entre-temps, en campagne avait fait des promesses pour alléger la tâche aux populations, décide maintenant de les corser. Et lorsque les populations, ayant pris conscience, surtout les jeunes, disent que c'était pas ça les promesses et que ce n'est pas quelque chose à avaler, face à cela, le président, qui était le leur, décide de les réprimer. Et il y a des morts. S'il décide finalement d'écouter la population, je pense que c'est la voie de la sagesse. Voilà. Vous pensez également, Constant Lemou, que c'est une sage décision pour un chef d'État en difficulté? Il faut le rappeler, il écoute aujourd'hui cette population. Je pense que le président Ruto a intérêt, il a choisi, il a pris la bonne décision d'écouter le peuple parce que là, il est élu par ce peuple-là et lorsqu'il prend un virage que le peuple ne supporte pas et qu'il manifeste, il y a lieu de l'écouter et surtout il fallait le faire plus tôt pour éviter les morts enregistrées. Ça ne valait pas la peine de laisser les gens mourir parce que les tirs à balles réels sur la population qui a fait plusieurs victimes, une quarantaine de morts, ça c'est le chiffre officiel. On ne sait pas combien de blessés graves qui ont succombé à la suite. Ce qui est sûr, le chiffre est à revoir à la hausse. C'est quand même la meilleure décision qu'il pouvait prendre en écoutant sa population. Qu'elle ait tort ou raison, une fois qu'il y a de telles manifestations qui ne sont pas des contestations politiques, mais c'est une manifestation qui réclame
qui conteste une certaine mesure socio-économique qui pèse sur tout le monde, bien sûr. À l'arrivée de Ruto au pouvoir, tout le monde s'attendait à une amélioration des conditions de vie et non une dégradation du pouvoir d'achat. Puisque ce projet de budget prévoyait l'augmentation des taxes qui devrait réduire le train de vie des Kenyans, et ce n'est pas évident que ça soit supportable. C'est une très bonne décision qu'il a prise, même si elle est venue un peu tard. Je pense qu'il fallait prendre la température. Il fallait prendre la température avant de prendre de ces mesures. Ce qui est sûr, ce retrait du budget reviendra d'une manière ou d'une autre à la figure à cette population parce que, à défaut de mobiliser des ressources internes pour financer le développement de l'économie, le président Ruto sera obligé d'engager des emprunts obligataires que le même citoyen kenyan aura à rembourser, mais beaucoup plus fortement parce que cela va engendrer des intérêts au lieu de procéder à une mobilisation interne. Il s'agit d'une question de gouvernance qui consiste à dire la vérité à la population, à dire le niveau réel du développement de l'économie et les difficultés auxquelles ces populations sont confrontées. C'est tout le contraire. Quand vous voyez les populations du Sahel qui vivent dans une situation très dure, mais mobilisées autour de leur président, autour de leurs dirigeants. Voilà la différence entre les deux systèmes de gouvernance imprimés nouvellement dans l'AES, mais au Kenya qui persiste parce que le prédécesseur de Ruto a fait croire à la population que c'est la croissance économique qui permettait de maintenir ce niveau de vie des populations kenyanes, ce qui est une erreur parce que Ruto vient afficher la réalité du niveau du développement de l'économie et c'est ce qui provoque des réactions. Mais je suis sûr que plus tard, les Kenyans comprendront que c'était la meilleure façon de se développer en mobilisant, en comptant sur ses propres ressources, en mobilisant des ressources internes donc pour supporter et solder la dette intérieure. Elle est très importante. Oui, mais là, on a plus l'impression que la mobilisation des ressources internes sert plus à supporter le train de vie vertigineux de l'État. Est-ce que vous pensez que le limogeage du gouvernement, et puis, parce qu'on ne va pas rester non plus sans gouvernement, et la formation d'un prochain gouvernement va permettre j'ai envie de dire, d'alléger le train de vie de l'État? Justement, j'écoutais mon collègue débatteur quand il disait que bientôt que les populations auront davantage à souffrir. Et ce qui est en train de se passer au Kenya, je crois que si les responsables veulent vraiment être des dirigeants responsables, ils devraient revoir le train de vie des responsables. Parce que quand vous traversez des difficultés telles que c'est décrit aujourd'hui, mais ce n'est pas sur les pauvres populations qu'il faut se rabattre. Il faut d'abord réduire le train de vie de l'État. Vous avez par exemple des voyages des responsables de l'État qui coûtent, il faut les réduire. Il a sursis tout cela. Oui. Mais voilà, vous avez par exemple un certain nombre d'avantages qu'on accorde à un certain nombre d'élites, il faut les réduire. Et donc il faut faire une politique de récession, mais qui au premier abord s'attaque à l'élite, à ceux qui sont plus aisés. Et donc, c'est vrai qu'il y a un problème économique au Kenya, personne ne le nie. Mais aujourd'hui, si le président Ruto fait semblant de retirer les choses et pour revenir d'une autre manière, ça va encore le sauter au visage. Parce que je l'ai dit, et moi je le dis à chaque fois, je dis que parfois c'est un leader politique qui dirige nos États, ou même c'est un leader politique des partis politiques, parce que le monde est resté figé. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont en face d'eux des gens qui ont été à l'école, non seulement qui ont été à l'école, mais qui ont eu des moyens, aujourd'hui beaucoup plus sophistiqués qu'hier, à comprendre le monde. À partir de cet instant, on ne peut plus diriger les sociétés actuelles comme avant. Donc, vous avez des responsables qui sont beaucoup plus anciens, qui ont fait leur qui arrivent au pouvoir. Ils pensent diriger les jeunes aujourd'hui comme avant. Parce que vous et moi, on sait que dans les années 90, jusqu'à même dans une moindre mesure 2000, tout ça là, où les réseaux sociaux n'étaient pas tellement abondants,
On peut venir vous servir un mensonge tout à l'heure, vous allez croire. Aujourd'hui, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un leader politique et tromper la masse. C'est pas possible. Donc, à partir de je suis d'accord avec mon co-débatteur qui dit qu'il faut dire la vérité aux gens. Et vous gérez pour les populations. Au nom de quoi la situation telle qu'elle est, vous ne rendez pas compte. Le plus grand problème qu'on a même dans les États africains, c'est la reddition des comptes. Les gens ne font pas la reddition des comptes. Vous avez déjà quelqu'un qui est élu, il est président de la République. Si vous avez des structures qui doivent fonctionner pour la bonne marche de tout un État, combien, si vous avez une structure comme le port, combien le port génère? Mais rarement vous voyez dans un État des responsables d'État rendre compte. Personne ne dit, mais on veut les prendre. Mais combien ça génère? Alors, combien coûte, par exemple, ceci, il faut le dire aux gens. Maintenant, quand les gens vous voient, vous menez un train de vie aussi exorbitant, vous dites aux pauvres populations, aux étudiants qui ont fini, qui n'ont pas de travail, et qui ont créé des petits commerces le long des rues, vous leur dites non seulement de dégager, mais vous dites que vous allez augmenter un certain nombre de tâches, de taxes, tout ça là. Ça ne va pas marcher. Donc je dis que si, par rapport à votre idée, si le président veut retirer la loi pour essayer... Elle est déjà retirée. Oui, mais il l'a retirée pour essayer de passer par un autre chemin. Pour encore flouer cette population, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera justement pas. Parce que ça ne va pas marcher. Ouais, quand on analyse un peu la situation au Kenya, ce qui a, j'ai envie de dire, ceux qui ont le plus manifesté, c'est ce qu'on appelle là-bas la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés un peu après 97. Comment comprendre que, justement, ce soit eux qui se sentent les plus concernés par ces mesures de hausse des taxes? Oui, c'est aujourd'hui la population active. Et la question de l'emploi, la question d'insertion professionnelle, la question de chômage, c'est généralisé. C'est le dénominateur commun à tous les pays en voie de développement ou les pays les moins avancés. Même le chômage n'est pas... Les pays développés ne sont pas exempts. Mais la crise est beaucoup plus prononcée dans nos pays dans la mesure où le plan de formation, d'éducation, formation et le plan de développement économique ne s'arrime pas. Si bien que beaucoup de diplômés sortent, mais ils n'ont pas d'emploi. Leur profil de formation ne correspond pas généralement aux opportunités ou bien aux orientations du développement de l'économie. Par conséquent, l'administration publique ne pouvant absorber qu'une infime partie, le reste c'est au chômage, il faut se débrouiller, il faut créer une petite structure, il faut de toute façon chercher à s'insérer d'une manière ou d'une autre sur le marché du travail. Donc cette population active aujourd'hui, qui se sent principalement victime de cette mesure ou bien de cette loi financière, eh bien, vous trouvez normal que ce soit cette frange de la population qui réagisse et qui manifeste. L'ancienne classe, telle que nous, par exemple, notre génération a connu moins les affres du chômage que les générations actuelles. C'est évident qu'aujourd'hui, s'il y a un problème d'emploi, s'il y a une mesure aussi impopulaire, soit telle qui va dégrader davantage le train de vie des citoyens, c'est normal qu'il y ait réaction. Seulement, il faut aussi comprendre une chose. Je parlais tantôt d'une politique de vérité. La politique de vérité, c'est celle que Ruto est en train de vouloir implémenter au Kenya. La réduction du train de vie des ministres et des hauts fonctionnaires de l'État, c'est une mesure, mais l'impact de cette mesure sera très petit par rapport aux besoins de financement du développement du pays. Pour le besoin de financement du budget. Du budget. Parce que le budget qu'il a dû retirer prévoyait 4 000 milliards de shillings, c'est-à-dire 29 milliards d'euros de dépenses. Il faut finalement trouver tous ces fonds quelque part. Même s'il faut les réduire, l'argent doit être trouvé quelque part, forcément. Exactement. Ça, ce sont vous avez bien dit les dépenses. Et à l'intérieur des dépenses, il y a bien sûr le train de vie de l'État, c'est-à-dire les ministres, les hauts fonctionnaires, mais il y a les investissements. Oui. Il y a l'absorption de la dette intérieure. Tout cela, même si on réduit le train de vie des ministres, même si on réduit le salaire des ministres à une congrue portion, ça ne va pas combler le gap. Le montant dégagé ne va pas et sera très loin
de combler le besoin identifié et qu'il faut nécessairement financer parce que l'État ne va pas cesser de vivre. Ouais, d'accord. Il faut nécessairement que le pays vive, il faut que les investissements soient faits. Quand on prend le Kenya... C'est pourquoi je disais, on peut bien arrêter la mobilisation interne des ressources, mais il faut nécessairement trouver de l'argent quelque part pour financer les projets de l'État. Pour quand on prend assurer le fonctionnement la dette de l'État kenyan s'élève à 70% du PIB. J'ai envie de dire, c'est pas encore grave. Parce que vous avez des pays comme le Japon qui sont à presque 200% de pays de dette de PIB, les États-Unis, la France, 70% du PIB, le Kenya n'est pas en voilà, donc c'est ça, ce que je dis. Je comprends que mon co-débatteur raisonne, avec tout le respect, en acteur de la société civile, mais je dis pour un politique, lorsque vous avez des problèmes et que vous voulez que l'ensemble des citoyens puissent faire des efforts, je ne culte pas que la population fait des efforts, mais vous devez être l'exemple. C'est-à-dire que si vous ne montrez pas à la population que vous avez réduit le train de vie de l'État... Ça, je suis parfaitement d'accord. Voilà, c'est ce que je vous dis. Je suis parfaitement d'accord. Je sais qu'il faut combler un certain nombre de choses. Mais le plus grand problème aussi, c'est que quand on parle par exemple de la dette intérieure, mais il faut expliquer. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que les jeunes d'aujourd'hui, les dirigeants qui ne comprennent pas que les jeunes d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert. Si vous ne faites pas la reddition des comptes, si vous ne leur expliquez pas comment fonctionne l'État, n'attendez pas qu'ils vous accompagnent. Donc, quand on dit la dette intérieure, là, il faut qu'ils comprennent. Quand vous dites la dette, comment on en est arrivé là, il faut expliquer aux gens. Mais ce ne sont pas des bêtes de somme qui ne peuvent pas comprendre que on a tel problème, voilà comment on veut solutionner jusqu'à tel moment, tout ça. À partir du moment où les gens ont compris le système, ils sont convaincus que vraiment il y a un problème, ils adhèrent, ils accompagnent. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes autorité, parce qu'on vous a élu au sommet de l'État, vous prenez des décisions, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Et ça s'exprime aujourd'hui un peu partout. Donc les jeunes d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vouloir les diriger sans leur assentiment, ce n'est pas possible. Et tous les dirigeants qui vont essayer de le faire, qui essayer de le faire d'une manière ou d'une autre, c'est là où je suis. C'est-à-dire ça va les revenir à la figure. Donc, alors, il faut que les gens fassent non seulement les réductions des comptes, mais il faut que ces populations, même si les dirigeants sont élus par ces populations-là, ces dirigeants doivent gouverner avec ces populations, surtout les jeunes qui sont dans tous les pays. L'électorat dans tous nos pays africains, la majeure partie de l'électorat est jeune. Alors, donc, justement, c'est eux qui vont pour voter, c'est eux qui décident tout ça. Mais quand il s'agit de venir au moment de faire la politique, pour mettre en place la politique publique, on les met Alors, face à cette situation, nous la disons, le président a limogé le cabinet et il a promis former un gouvernement d'union nationale pour, je cite, mettre fin au fardeau de la dette, trouver de nouveaux moyens de lever des recettes nationales, éliminer les dépenses inutiles et tuer le dragon de la corruption. Ce dernier aspect m'intéresse parce que William Ruto lui-même, dans un sondage, est considéré comme un champion de la corruption et il ne fait pas beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Voilà. C'est pour cela que je vous dis que les choses, les donnes ont changé. Vous ne pouvez plus dire, on ne peut que diriger normalement avec l'exemple. C'est-à-dire que même lui-même, comment il est arrivé au pouvoir, il faut voir aussi son parcours. Tout ce qu'on lui a reproché jusqu'à ce qu'il soit président de la République et les promesses que lui-même il a eu à faire avant même d'être chef de l'État, il fait le contraire. À partir de cet instant, il fait sortir les gens de leur compte. Et je vous en prie, c'est pas parce que la loi a été retirée que je ne pense pas que cela puisse véritablement calmer ce qui est en train de se passer. Donc c'est même maintenant que le président Ruto doit montrer véritablement sa capacité de gérer. S'il se permet de commettre l'erreur, et je ne pense même pas que les jeunes qui sont descendus dans la rue, leur objectif c'est seulement contre, parce qu'à un moment donné c'était aller tellement Ils ont même demandé sa démission. Mais voilà, c'est ce qui le pousse à limoger tout son cabinet. Vous avez bien fait de rappeler en disant que il ne fallait pas avoir autant de morts. 41 morts, la police kenyane avait vraiment la gâchette facile, mais l'aspect corruption m'intéresse parce que quand on dit aujourd'hui qu'il faut réduire le train de vie de l'État, ça va peut-être pas générer grand-chose, mais comme il le dit, c'est l'exemplarité. Mais la corruption est l'autre goulot d'étranglement dans les pays africains. Bien sûr, ça c'est le grand mal qu'il faut combattre. C'est le plus grand mal qu'il faut combattre. Et quand on a un président qui, dans un sondage de 2019, est considéré comme l'homme politique le plus corrompu du pays... Et puis, ce pas les jeunes qui sont corrompus. Il y a un problème. C'est les responsables, ceux qui dirigent. D'accord. C'est les corrompus, c'est les responsables, ceux qui sont à la tête de nos États. En Afrique, pour être élu, il faut en avoir les moyens. Et comment on a généralement les moyens? Les hommes politiques, comment ils ont les moyens? Généralement, ce ne sont pas des chefs d'entreprise.
combien de dirigeants, combien de ministres, ou combien parmi ceux que nous considérons comme les détenants d'un empire économique sont chefs d'entreprise? Combien sont-ils? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Mais comment ils deviennent riches? De rien, du monde du chômage, ils deviennent politiques, ils occupent des postes de responsabilité, du jour au lendemain, ils deviennent riches. Nécessairement, ce sont des détournements. Nécessairement, ce sont... quand on est dans un réseau de corruption, c'est évident qu'on devienne riche. Et cette richesse, en réalité, c'est ce qui devrait être investi. C'est ce qui devrait rentrer au trésor public pour l'utilisation, pour l'intérêt général, qui revient et qui rentre dans les poches privées, sur les comptes privés, et des gens s'appellent des riches. En réalité, on ne peut être riche que si on est un chef d'entreprise. La corruption, c'est le plus grand goulot d'étranglement de toute initiative de développement. S'il y a un plan de développement où la corruption n'est pas combattue, tous les programmes, tous les projets sont voués à l'échec. Parce que pour la construction d'une route qui coûterait par exemple 4 milliards, la corruption va faire que soit la route sera mal construite, soit elle va coûter le double, au double ou au triple. Parce que tous ceux qui sont autour de ce projet, chacun voudra tirer ou couper une partie de l'investissement. C'est un grand mal pour nos pays, et les pays qui ont un lendemain rassurant, c'est ceux qui ont engagé un véritable combat contre la corruption. Justement, on a dit tout ça, mais je le rappelle, il faut trouver l'argent. Dans un premier temps, pour trouver cet argent, le président avait annoncé la hausse des taxes sur le pain. Et ensuite, il a allongé ça sur le carburant. C'est ce qui a fait lever la population. Mais il faut trouver ces fonds. Oui, c'est pour cela que maintenant, il ne peut plus faire des propositions sans avoir consulté la base. Ce qui s'est passé, il faut maintenant qu'il il doit demander qu'est-ce qu'on doit faire. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus penser que... C'est-à-dire qu'il faut que ça soit maintenant une gouvernance de vérité. C'est-à-dire que le problème doit être posé. Et par exemple, pour solutionner une telle difficulté, il faut demander l'avis, par exemple, des organisations des jeunes. Si la proposition vient de ces jeunes pour dire, bon, pour le faire dans le domaine du carburant, nous sommes d'accord qu'on ne fasse seulement que 1,5. Il faut que le gouvernement s'en contente. Autrement dit, il aura des omettes. S'il va prendre encore des décisions sans que les couches sociales n'aient à se prononcer, il va avoir des problèmes. Mais comme nous parlons de corruption, nous étions en train de parler de la corruption aussi, c'est aussi ça le plus grand problème. C'est-à-dire que, en même temps que nous parlons beaucoup on parle tout le temps de corruption, mais c'est rarement dans les pays, vous voyez des dispositions pour combattre la corruption. Donc, de plus en plus, les États, surtout africains, sont en train d'être corrompus. C'est la corruption. Et qu'est-ce qui est le plus grand mal? C'est que, malheureusement, l'éthique a quitté... Pendant un temps, l'éthique a quitté la politique, quoi qu'on en dise. Il faut que demain, cela revienne. Parce que, généralement, pas tous, mais les responsables qui sont à la tête des États, ils ont toujours quelque chose à être... On leur reproche toujours quelque chose. Et comme eux-mêmes, ils sont pas clean, ils ferment les yeux sur ce que les autres font. Dans une moindre mesure même, ils permettent à ce que leurs collaborateurs puissent poser ces genres d'actes pour pouvoir les tenir. Donc, à partir de cet instant, ça devient maintenant un cercle vicieux. Ouais. C'est difficile de et c'est les jeunes, la couche la plus faible, c'est celle qui paye le tribut. Dernière question sur le sujet, parce qu'on a dit tout ça, on a parlé d'économie et autres, mais il y a aussi quelque chose, on a parlé de ces 41 morts. Beaucoup demandent justice. Il faut que les coupables soient punis. Et effectivement, cette police qui a eu la gâchette facile a compliqué la situation du président Ruto. Parce que, quelles que soient les mesures qu'il prend pour apaiser les tensions, pour arrêter l'augmentation du train, pour diminuer le coût de la vie, quelles que soient les taxes qui sont annulées, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les victimes, les familles des victimes vont demander justice et réparation. Ça, c'est clair. Hein, ça va sur le plan politique, le président a pris un coup sérieux sur le plan politique. Et il a manqué une lucidité de lecture autour de lui. Le Kenya n'est pas très loin du Soudan.
le Kenya n'est pas très loin du Soudan. C'est l'augmentation du prix du pain qui a fait chuter Béchir au Soudan. Et la crise a continué aujourd'hui. Le Soudan est devenu ce théâtre de tuerie en désordre. Et la paix n'est pas pour demain au Soudan. S'ils ne font pas attention, on peut se retrouver dans la même situation parce que la mesure d'augmentation du prix du pain et du prix du carburant est une complication. Parce qu'il fallait augmenter seulement le prix du carburant et le prix du pain va s'enflammer parce que c'est le carburant, l'énergie qui détermine tous les prix des produits de première nécessité. Donc, augmenter les deux, c'était mal vu. C'était une mauvaise analyse de la situation et l'effet, l'impact que ces différentes taxes devraient entraîner comme crise socio-économique. Et il en a vu. Il a dû limoger pratiquement tout son cabinet. Même ses plus proches collaborateurs, ses hommes de confiance, il a balayé, sauf le vice-président et le ministre des Affaires étrangères qui fait office de Premier ministre en même temps. Pour moi, ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Ça, c'est une manigance de politiciens que nous sommes. Vous savez, on parle de mort d'homme. Ce ne sont pas... Bon, c'est vrai, ils ne sont pas... Qui sont ceux qui ont tiré? Quand vous parlez des militaires ou les policiers ont aggravé... Est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'un policier sur un théâtre de choses peut vraiment commencer par tirer sans avoir reçu l'ordre? C'est pour ça qu'il faut situer les responsabilités et les sanctionner. Donc dans l'un ou dans l'autre... Alors que le président est le premier responsable qui doit garantir la vie tranquille des populations, des citoyens. Il est le chef, tous les chefs d'État, généralement, ils sont chefs de l'armée. C'est comme ça. Ah, bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas le culter en disant c'est les policiers. L'ordre a été donné. Lui-même, il a dit qu'il n'a pas du sang sur les mains. Non, mais ça, c'est lui qui le dit. Dans tous les cas, comme mon co-débatteur a dit, c'est mal parti. C'est très mal parti. C'est-à-dire, c'est le drame du continent africain, où, je l'ai encore dit, les gens continuent par diriger les populations comme si les autres ne sont pas intelligents. C'est eux qui sont au sommet, là, c'est eux qui ont la science infuse. Il faut que les gens cessent de diriger les populations comme ça. Il faut qu'avec les difficultés que nous avons, non seulement les difficultés économiques, le terrorisme qui est à nos portes et tous les problèmes de nos enfants, de nos jeunes frères qui traversent la Méditerranée, vous ne pouvez plus continuer par diriger les gens sans la présence des autres, sans consulter les gens. Vous ne pouvez pas prendre les deniers de l'État en faire des propriétés privées et que pendant ce temps, vous faites des victimes, des gens qui sont des révoltés, des rebelles. Et quand il y a une petite vous faites une petite erreur, voilà. Sinon, cette histoire-là, au moins, bon, voilà. Lorsque les gens, les jeunes sont sortis, on aurait pu créer une situation pour amener au dialogue. Mais ils ont été braqués. Les jeunes aussi n'ont pas... À partir du moment où tu vois que les jeunes ne reculent pas devant les choses, il faut aller en même temps s'arrêter. Aujourd'hui, avec les morts là, ça prend une autre tournure. Donc moi, j'estime que c'est déjà parti. Et si... Encore une fois, il ne sait pas faire. Le président, c'est ces gens qui disent qu'il a limogé les cabinets là. Que c'est pour ça que je vous dis c'est une blague. Qui sont ceux qui vont revenir? Vous allez voir les mêmes personnes, certains vont revenir. Parce que pour un gouvernement, vous savez, quand vous avez le pouvoir pour gouverner avec les gens de confiance, si aujourd'hui il dit qu'il a limogé tous les cabinets, il va aller prendre les gens parmi ces jeunes-là, ou bien je ne sais pas. Hein. Attention. Mais on attend de voir. Non, attention, il ne s'agit pas d'une démission du gouvernement. Oui, si c'est une démission, il a limogé. On peut ramener certains parmi ceux qui avaient gouverné. En politique. Maintenant que lui-même a pris la décision de les limoger tous, sauf le Premier ministre, c'est que logiquement, tous ceux qui étaient membres du gouvernement qui ont été limogés, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent. Mais pourquoi lui-même si c'était une démission du gouvernement à la suite d'un événement politique, pourquoi lui le président qui est le premier responsable, pourquoi lui le premier président il est responsable devant les faits là, c'est les autres qui limogent. Pourquoi lui-même? Mais c'est ça. Non. Mais c'est là. C'est-à-dire que ça c'est une façon. Le premier ministre, les ministres, ce sont des fusibles politiques. Moi c'est ce que je dis. Je veux rappeler que c'est pourquoi je dis c'est avant ça. C'est avant, les gens ne comprenaient pas la politique. Aujourd'hui, les gens, la cible de ces jeunes qui se révoltent, c'est pas ceux qu'il a limogé. C'est lui-même le problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on attend de voir. Mais le cabinet du vice-président est en place. Il a souligné ce limogeage ne concerne pas ce cabinet. On va suivre de près et revenir en parler, bien évidemment. Nous passons du côté de la République démocratique du Congo. C'est notre deuxième sujet.
Là-bas, le rapport des experts mandatés par l'ONU pour constater ce qui se passe sur le terrain. Et bien, dans ce rapport, le rapport affirme que les membres du service de renseignement de l'Ouganda ont apporté un soutien actif au M23. Le M23 est une rébellion armée dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le porte-parole adjoint de l'armée ougandaise, ce rapport est jugé risible et sans fondement. En tout cas, les allégations des experts de l'ONU, selon lesquelles l'Ouganda travaille à déstabiliser la RDC, sont donc jugées illogiques par l'Ouganda. Nos forces ont travaillé avec les forces de la RDC pour assurer le retour de la paix dans l'est du pays. Constant Lemou, dans un premier temps, on accusait le Rwanda de soutenir activement le M23. Maintenant, c'est l'Ouganda. Pourtant, l'armée ougandaise est aux côtés de l'armée RD congolaise pour tenter d'en finir avec le M23. Le M23 gagne du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est sûr que ce mouvement rebelle, terroriste même, a un soutien. Bien sûr. Ce sont les experts onusiens. Et qui dit expert onusien, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un naïf en la matière qui va dans une zone pour pondre un rapport s'il n'a pas fait d'analyse. Et ils ont même donné des éléments de preuve du séjour de certains responsables des groupes militaires ANTB en Ouganda. Qui tiennent des réunions avec les autres responsables des groupes armés et qui écument la vie des paisibles citoyens de la RDC. Ce n'est pas un rapport anodin. Il est clair. Les éléments sont là. Sauf que l'Ouganda, dans cette tentative de démenti, n'a pas apporté des éléments de preuve contraires au contenu du rapport. Maintenant, quand on pense que l'Ouganda est aux côtés de l'armée de la RDC, est-ce que ce n'est pas une farce? Si véritablement l'Ouganda est l'armée ougandaise aux côtés des forces de la RDC. Oui. Pourquoi est-ce que l'Est du pays est toujours occupé par le mouvement M23? Ensuite, le Rwanda, les relations entre le Rwanda et l'Ouganda ne datent pas de cette année. C'est depuis le temps de Mobutu. Oui. Nous savons comment la guerre a été menée par Kabila, avec le soutien de l'Ouganda, le soutien du Rwanda, qui se sont taillés des zones d'exploitation minière de la RDC pour compenser les efforts de guerre. Aujourd'hui, c'est le même phénomène, c'est le même scénario qui se répète. L'Ouganda ne peut pas nier, le Rwanda ne peut pas nier que les deux pays assurent tout au mouvement M23. Lorsque les militaires rwandais et ougandais ne combattaient pas directement aux côtés du M23, les forces militaires de la RDC avaient réussi à repousser le M23. Pratiquement, ils étaient mis hors d'état de nuire avant d'être réarmés, avant d'être renforcés par les mercenaires rwandais et ougandais. En tout cas, je suis convaincu que la présence annoncée ou officielle des forces armées ougandaises aux côtés des forces de la RDC, franchement, c'est de la farce. D'accord. C'est de la farce. Si c'était réel, le mouvement M23 n'aurait pas cette force pour évoluer, pour progresser régulièrement et se tailler ces vastes zones de l'Est de la RDC. Germain Soussou, depuis 2021, le M23 et des troupes de l'armée rwandaise progressent dans la province du Nord Kivu. Ils ont mis en déroute l'armée congolaise et ses alliés. Ils ont installé même une administration parallèle dans les zones sous leur contrôle. Est-ce qu'on peut juste essayer d'être un peu naïf et imaginer un mouvement faire autant d'exploits sans avoir une base arrière? Exactement, c'est-à-dire que quand nous parlons de la RDC, j'ai la chair de poule parce que c'est la tragédie même de tout le continent africain. Tout le monde sait que si le jour où la RDC aura véritablement la possibilité de travailler de façon unie, l'indépendance totale de ce pays-là qui regorge d'innombrables richesses.
Parce que les malheurs du continent africain sont partis, comme Constant l'a dit, au lendemain des indépendances. Bon, on sait comment Lumumba a été assassiné. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'a jamais connu la paix. Maintenant, quand nous parlons aujourd'hui, nous parlons de M23. Il faut qu'on se demande c'est qui M23. C'est qui M23? M23 c'est qui? Quand vous fouillez, on parle d'une rébellion, mais c'est souvent les Rwandais, tout ça là mélangé, les Congolais qui sont rebelles, bon voilà. Mais l'autre question aussi, c'est que est-ce que le Congo fabrique des armes? À ma connaissance, non. Est-ce que le Togo fabrique les armes? À ma connaissance, non. Est-ce que le Bénin, le Ghana, je crois que c'est l'Afrique du Sud. Oui. Mais les armements qu'on utilise pour déstabiliser les pays africains, ça vient d'où? Donc, en fait, le problème que nous avons, c'est-à-dire quand nous regardons les M23, nous regardons le Rwanda, l'Ouganda, qui sont des pays africains, il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà de ces pays africains, est-ce qu'on veut véritablement que, au-delà des rapports dont nous parlons, on dit les experts de l'ONU sont venus pour faire, on se rend compte qu'à part maintenant le Rwanda, et comment l'appelle-t-on, c'est l'Ouganda maintenant. Oui, à part l'Ouganda maintenant, c'est même tout ça là. Mais ça reste des pays africains. Maintenant, d'où est-ce que ces M23 trouvent les armes? Parce que nous ne fabriquons pas les armes en Afrique. Maintenant, ceux qui vendent les armes au M23, ceux qui continuent toujours de diviser les États, les pays des grands lacs là, quel est leur objectif? Donc, si nous n'avons pas la capacité d'aller au-delà de ce que nous voyons pour dire, mais en fait, la RDC est une mine d'or pour le continent africain. Et qu'il y a des gens que nous ne connaissons pas, qui n'ont jamais voulu qu'il y ait la paix en RDC, qui ont été même responsables des premiers tours. À partir du moment où, aujourd'hui, avec le recul, nous savons que quand Lumumba a été assassiné, il y avait des puissances qui étaient derrière. Depuis ce jour, on n'a jamais voulu. Donc, aujourd'hui, on cherche pourquoi l'Ouganda, pourquoi le Rwanda, c'est que nous devons voir plus loin et voir dans quelle mesure il faudra vraiment ramener la paix en RDC. Parce que la paix en RDC voudrait dire, à partir du moment où aujourd'hui les peuples africains veulent s'élever, ils veulent véritablement l'autodétermination, ils veulent se prendre en charge. Si jamais la RDC pouvait vraiment être en paix et se réconcilier, ça permettra vraiment aux Africains de s'élever. Alors voilà, c'est ça. Justement, quand on a ces rapports quand même qui pointent la responsabilité tantôt du Rwanda, tantôt de l'Ouganda, moi j'ai envie de dire, c'est à quelle fin? Parce qu'on n'a pas l'impression que ceux qui mandatent aussi ces rapports font quelque chose. Je pense qu'Ananas aussi a abordé le problème. Il a abordé le problème. Et qui a abordé le problème? Germain Sosso. Excusez-moi. Germain Sosso a abordé le problème. Le Rwanda, quelle population, quelle superficie? Et dire que le Rwanda tient la RDC par les couilles. Si le Rwanda n'était pas soutenu, n'était pas le relais des grandes puissances qui veulent achever la mission de balkanisation de l'Afrique. Mais qu'est-ce que le Rwanda représente devant la RDC? Rien. La RDC, par sa population, par ses richesses minières, n'est pas en mesure de se doter d'une armée forte, équipée, entraînée pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et c'est le Rwanda qui menace d'en finir avec l'armée de la RDC. Un mouvement. Vous ne comprenez. Ce n'est pas un mystère, ça. Mais un mystère qui est scientifique parce que, évidemment, Paul Kagame, s'il n'était pas soutenu par l'Angleterre, s'il n'était pas soutenu par les États-Unis, s'il n'avait pas fini par se réconcilier avec la France qui a organisé le génocide au Rwanda. Mais que représente le Rwanda devant la RDC? Rien. L'Ouganda, si ce n'était pas des bases militaires américaines et autres, mais qui entraîne les soldats, les militaires ougandais? Qui entraîne, qui assure la logistique? C'est eux. C'est encore eux qui envoient des missions d'évaluation de l'effet, de l'impact de leur mission qui se sont données pour se partager. L'objectif, c'est de se partager la RDC. Chaque puissance aura une portion qu'elle exploite. L'insécurité généralisée en Afrique
avec le Boko Haram au Nigeria, avec les terroristes dans le Sahel et la guerre au niveau de la RDC avec le M23 qui s'oppose, qui veut en finir avec l'armée. Le Soudan qui aujourd'hui est déchiqueté. Mais vous pensez que qui finance? Ce sont les puissances. L'objectif c'est quoi? C'est de s'emparer tout simplement des ressources minières, les richesses de l'Afrique pour se développer ou pour entretenir et maintenir le niveau de développement au détriment des propriétaires de ces richesses. D'ailleurs, dans leur agenda, l'Africain n'existe pas. Et l'Africain est à nettoyer et que les richesses, d'une manière générale, c'est que les puissances occidentales se voient propriétaires de l'Afrique. Ils doivent se partager et c'est l'Africain qui est utilisé contre l'Africain. D'accord. À la fin, tous seront effacés et les richesses reviendront aux puissances occidentales. Alors, par rapport à ce rapport, les autorités ougandaises ont parlé d'un rapport risible, sans fondement et illogique. Oui. Parce qu'elles mettent devant leur collaboration aux côtés des FARDC, les forces armées RD congolaises, dans le combat contre le M23. Oui, c'est pour cela que moi je demande aux Africains, enfin à tous ceux qui analysent, de faire extrêmement attention. Parce qu'un tel rapport, si vous ne faites pas attention à ce qui pourrait se cacher derrière, vous allez dire, ah bon, voilà comment on cherche qu'il y ait la stabilité en RDC, on va s'apprendre à l'Ouganda, on va s'apprendre au Rwanda. C'est-à-dire que ceux qui attisent, ils savent très bien que un tel rapport, mais, en fait, ce qui se cache, c'est que c'est en même temps opposer les États. Parce que si vous recherchez la paix, est-ce que c'est le rapport qu'il faut brandir? Est-ce que c'est le rapport tel qu'on l'a fait publiquement? Puisque aujourd'hui, ça voudrait dire que, bon, la RDC doit maintenant, à part le Rwanda, doit maintenant prendre l'Ouganda comme pays. Voilà. Et ça, moi, en tant qu'Africain, je suis peiné. Vous voyez? Donc, que les autres réagissent. Et on en arrivera bientôt aussi. Je crois qu'il y a ces problèmes autour de nous ici, on en arrivera bientôt. Donc c'est ça aussi, au-delà de ces problèmes-là qui sont en train de nous détruire, c'est notre capacité à pouvoir aller au-delà de ce que nous voyons. Encore une fois, la RDC, historiquement, n'a jamais... Il y a des gens qui sont cachés derrière, qui n'ont jamais voulu que la RDC soit libre. Parce que si jamais la RDC pouvait retrouver son intégrité et qui est dirigée par des gens consensuels, c'est fini. Les gens n'auront pas leur part. À partir de cet instant-là, plus vous avez des problèmes, plus celui qui voudrait vous spolier, lui a la facilité de pouvoir donc disposer d'un... Donc, il y a cette volonté sournoise de ne pas véritablement trouver des solutions. Parce que, vous m'excusez, vous savez qu'en RDC, il y a eu beaucoup de missions qui ont été employées par l'ONU. Même l'ONU a la plus vieille mission, voilà, c'est en RDC. Qui a duré pendant, je ne sais même pas combien d'années. 97. Sans bilan, on n'a jamais fait de bilan. Et on sait, si vous demandez aux Africains qui sont sur le continent ou qui sont à la diaspora de vous dire, depuis que l'ONU déploie la mission en RDC, quel est le bilan? Vous n'avez pas un intellectuel africain qui puisse véritablement vous présenter aujourd'hui un bilan, si ce n'est vous dire que c'est un regret. À partir de cet instant-là, bon, c'est un rapport qu'on continue de rendre public. Est-ce que c'est pour nous unir, nous les Africains, c'est pour nous diviser? C'est à nous de voir. Mais enfin, après, quand on a dit tout cela, il y a aussi une question, toute logique, qu'il faut se poser. Vous l'avez rappelé tantôt, face à la RDC, le Rwanda est un tout petit poussin, même l'Ouganda en termes de superficie. Mais comment expliquer une telle faiblesse de l'armée RD congolaise? Je l'ai dit tantôt. Qui va organiser l'armée congolaise? Qui va l'organiser? D'abord, lorsque vous prenez le président actuel, Tshisekedi, comment il est arrivé au pouvoir? Quand vous prenez depuis son père, opposant, Étienne Tshisekedi, après la rébellion de Kabila et son fils, qui les ont tous soutenus? C'est tantôt l'Ouganda, tantôt le Rwanda, qui étaient de fortes armées, qui les ont soutenus pour chasser le régime de Mobutu. Si l'émissaire ou le porte-parole rwandais trouve le rapport ridicule, effectivement,
Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher l'Ouganda ou bien le Rwanda d'occuper la RDC. Parce que ces deux pays ont été soutenus pour chasser le régime qui avait une mission nationaliste, qui avait pratiquement intégré l'unité du Zaïre. Il fallait chasser ce régime et diviser. Et les dirigeants actuels et anciens sont tous complices de ce qui est en train de se passer. C'est en cela que c'est complètement ridicule que ceux qui ont envoyé ces missions soient en même temps ceux qui financent ces actions-là. C'est ridicule. Le rapport est complètement ridicule. On veut remettre qui en cause? L'Ouganda, entraîné, équipé par les États-Unis, par l'Angleterre, par la France, ou bien le Rwanda, qui est équipé par les mêmes puissances, entraîné. Ah non, mais qui peut avoir le soutien, ou du moins qui peut soutenir l'armée congolaise, l'armée de la RDC. Il n'y a personne. Kabila lui-même, je dis Kabila, Tshisekedi lui-même, je l'ai déjà dit. Comment il est arrivé au pouvoir? Ça veut dire que la RDC est seule contre tous, quelque chose comme ça. En réalité, le pouvoir n'existe pas à la RDC. D'accord, on va suivre tout cela de près aussi et en débattre si le moment le permet. On marque la pause pour suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on revient derrière pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7.